Eh les amis, ça c'est du sweat de qualité, ça c'est un pull de malade. Wolfman, c'est le premier film d'horreur de l'année, produit par la maison mère Blumhouse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fait une mauvaise chose? On se met face à un miroir, on se regarde dans le blanc des yeux et on se balance nos 4 vérités en face. La vérité, c'est qu'ici, personne, je dis bien personne, n'avait confiance en ce projet. Personne! On est tous rentrés dans la salle à reculons, et ceux qui ne l'ont pas encore vu sont encore une fois dans l'hésitation, ce que je peux totalement comprendre. Et c'est ça tout le paradoxe. Le projet devrait nous inspirer une confiance certaine, puisqu'aux commandes du scénario et de la réalisation, ce n'est nul autre que Leigh Whannell. Leigh Whannell, c'est le mec qui était attaché dans la salle de bain du premier opus de Saw, pour rappel. Non, YouTube acceptera jamais que je vous montre cette scène. Leigh Whannell est le scénariste de Dead Silence, de Saw et d'Insidious. Il a également réalisé Insidious 3, qui est à mon sens le meilleur opus après les 2 premiers. Upgrade, que je vous recommande fortement, et qui est même en dehors du genre horrifique, et surtout mes amis, Invisible Man, dans laquelle il reprend le mythe de l'homme invisible, développé dans des ouvrages célèbres, et surtout dans la série des monstres d'Universal. Look, he's all eaten away. How do you like that, eh? Et il ne se contente pas de reprendre le mythe, il le modernise pour rendre cela, d'une certaine façon, beaucoup plus réaliste et crédible, et que cela corresponde à de toutes nouvelles générations de spectateurs. Invisible Man est très bon. C'est divertissant, tout en développant des thématiques fortes, comme les violences conjugales, et à mon sens, il est au cœur de la compréhension de son tout nouveau film, Wolfman. Parce que c'est la suite logique des choses, après avoir modernisé la figure légendaire presque mystique de l'homme invisible, cette fois-ci le réalisateur, Leigh Whannell, il s'attaque à la figure du loup-garou, en la modernisant encore une fois, en essayant de s'éloigner le plus possible des codes qui sont pour beaucoup un peu trop traditionnels. C'est terminé cette représentation d'un homme qui se transforme en loup les soirs de pleine lune, terminer le côté surnaturel de la chose, avec une espèce de malédiction, ou des thèmes mystiques quasiment fantastiques. À partir du moment où vous êtes mordu par un loup-garou, vous allez vous transformer lentement, et vous ne pourrez plus jamais redevenir un homme. La transformation est permanente, et ressemble plus à une maladie. Et on y reviendra par la suite, car cette idée d'une épidémie ou d'une maladie est centrale dans le film. C'est un virus loup qui transforme les personnes physiquement en bêtes plus qu'en loups et qui les rend complètement enragés. Donc à proprement parler, il n'y a pas de loup-garou dans le film. En tout cas, pas la vision légendaire et mystique qu'on a déjà vu des centaines de fois dans tout un tas d'autres films. Et forcément, va y avoir des déçus. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller au cinéma voir un film qui s'intitule Wolfman, qui ne contient pas le véritable loup-garou qu'ils ont connu durant leur enfance, ce que je peux totalement comprendre. Quand t'as grandi avec des histoires comme la Bête du Gévaudan, même si c'est pas vraiment un loup-garou, mais quand t'as connu vraiment ces figures prestigieuses, mystiques, avec toutes ces représentations dans tout un tas de films qui ont fait, que ce soit d'ailleurs dans le cinéma horrifique, mais pas seulement, parce que la figure du loup-garou, elle a été très présente dans tout un tas d'œuvres de la pop culture, et même dans ces œuvres de la pop culture, les loups-garous ressemblent vraiment aux loups-garous qu'on connaissait, je sais pas, qu'on a connu durant notre enfance, quand on a découvert Scooby-Doo et tout ce bordel. Cette figure du loup-garou qui se transforme en véritable loup, en véritable bête sauvage, ce loup qui tient sur 2 pattes, qui est debout, qui mesure 3 mètres de haut, qui a un énorme museau, tu vois ce que je veux dire. Et d'avoir tout d'un coup un film qui sort, qui s'éloigne en partie de ces représentations qu'on a un peu tous fantasmées durant notre enfance, avec lesquelles qu'on a grandi, bah c'est vrai que ça peut déranger pas mal de personnes, et ça va déranger. Mais à mon sens, les évolutions qu'apporte avec lui le réalisateur, c'est des évolutions qui sont nécessaires, qui modernisent, qui rendent la chose plus crédible, plus réaliste. Ça fait du bien d'avoir cette approche, c'est tout ce que j'ai à dire. Comment faire mieux que certaines représentations du loup-garou, issues du cinéma? Comment faire mieux que les classiques? Le réalisateur savait très bien que ce n'était pas possible. Il a alors décidé d'innover et proposer une toute nouvelle forme de loup-garou inédite. Et c'est tellement cohérent et bien intégré dans son univers qu'on est obligé de l'accepter. C'est vraiment une démarche de réalisation et d'écriture pour aboutir à une œuvre extrêmement cohérente de bout en bout. On accepte son concept et sa modernisation de l'œuvre dès le début, et à aucun moment pendant mon visionnage, j'étais en train de me dire mais est-ce que la transformation du père va finir par aboutir à un espèce de loup-garou que je connais depuis mon enfance?
Ou est-ce que je vais voir un autre loup-garou qui ressemble à ces représentations que j'ai en tête? On s'en cogne, on en a rien à foutre dès le départ. On accepte toutes ces évolutions, toutes ces nouveautés, parce qu'on est embarqué dans cette aventure dès le départ, et on n'a pas le temps de réfléchir. Et entre Invisible Man et Wolfman, ça me fait clairement penser au Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, je savais très bien, c'était pour rigoler. Tout comme lui, Leigh Whannell cherche à rendre crédibles des choses qui ne sont pas forcément, et cherche à ancrer son film dans le réel. Mais pour autant, son univers possède quand même une pointe de mystère suffisamment profonde pour créer une magie substantielle. C'est la même sensation que j'ai ressentie avec Wolfman. Et comme je suis extrêmement réceptif à cette approche, j'ai complètement été pris dedans. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a une maladie. Blake, tu m'entends? Tu me fais peur. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas autant attaché à cette figure légendaire du loup-garou que beaucoup d'entre vous, que j'ai plus facilement accepté ses évolutions et cet ancrage un petit peu plus réaliste. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai vu tout un tas de classiques qui exploitaient la figure des loups-garous, mais c'est pas quelque chose qui m'a fasciné, c'est pas quelque chose qui m'a donné envie d'acheter les Blu-ray, d'acheter les récents Steelbook 4K qui sont sortis, genre de Hurlement, tout ça, parce que je suis pas autant attaché à cette figure que beaucoup d'entre vous. Et donc forcément, même s'il y a des petites évolutions qui vont déplaire entre guillemets aux puristes, moi ça me dérange pas, parce que encore une fois j'ai cette attache qui est beaucoup moins forte à ce sous-genre. C'est pour ça que je répète depuis le début de la critique que forcément il y aura des déçus. Je préfère le dire parce que ça va gueuler, c'est sûr que ça va gueuler, parce que même l'utilisation de la lune, voilà, la lune c'est quelque chose qui est emblématique pour les loups-garous, la transformation se fait au moment de la pleine lune. Alors là dans le film évidemment il y a une pleine lune, mais c'est plus traité d'une façon métaphorique, c'est plus le réalisateur il te dit regardez j'ai mis une pleine lune, c'est un peu au moment où le père évolue, vous voyez il y a un rapport avec la lune, mais c'est pas vraiment un rapport avec la lune puisque c'est pas à cause de la lune qui se transforme, rien à voir, mais la lune est toujours présente dans le cadre pour que le réalisateur te fasse comprendre ou qu'il envoie un message aux puristes, et regardez, vous voyez il y a la lune là, vous devrez être content la bande de puristes de merde. Alors oui je déconne, c'est dit avec beaucoup d'humour, mais il y a un peu ce côté là qui fait le réalisateur par moment et j'ai trouvé ça plus que drôle. Moi demain tu me fais un nouvel opus des Griffes de la Nuit où dedans Freddy Krueger est réel et c'est simplement un tueur en série qui bute des gens en les endormant avec des somnifères plutôt que d'être ce fameux démon fantastique des cauchemars, ouais, je vais sûrement péter un câble. Ce qui nous amène à l'histoire. Nous allons suivre une famille se dirigeant dans l'Oregon pour se rendre dans une maison dont ils ont hérité. Cette maison appartenait au père de Blake, Blake c'est le papa de la famille, et son papa à lui, il a mystérieusement disparu sans jamais laisser de traces. Vous voyez venir la chose. La famille va se faire attaquer par un loup-garou, le papa va se faire contaminer, et c'est le début d'une angoisse incontrôlable, à base de si on sort, la bête qui nous a attaqué est certainement encore là, sauf que dans la maison, ça devient aussi la merde, parce que papa devient un psychopathe. Vite, maman, il arrive! Ils sont isolés, seuls, dans une maison un peu rustique, et la mère de famille va hériter de l'ensemble des problèmes et va devoir protéger son cercle familial face à une menace qui est de plus en plus grandissante. Parce que l'environnement autour d'elle va devenir de plus en plus hostile, à l'intérieur de la maison ça va être encore plus le bordel, d'ailleurs assez rapidement, en fait c'est le bordel partout. Et c'est ça le point fort du film, c'est ce côté claustrophobie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est déjà un peu isolé dans cette espèce de maison, donc on a du mal à respirer, que ce soit les personnages, mais du coup quand on voit les personnages un peu en panique, qui essaient de se dissimuler, qui essaient de trouver des espaces pour se protéger, etc., nous, ça nous angoisse encore plus, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de menace qui rôde autour de la maison, donc à l'extérieur ça craint, sauf qu'en fin de compte, la menace va se glisser à l'intérieur. Et donc progressivement, ce petit coin un tout petit peu rassurant, un tout petit peu plus rassurant que l'extérieur je veux dire, il va devenir complètement horrible. Et donc on va devoir sortir. Et à partir du moment où les personnages sortent de cette baraque, ça devient le bordel, ça devient encore plus claustrophobique. Même si l'environnement est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, avec des arbres, des forêts, etc., on a toujours du mal à respirer. Et ça le film l'a tellement, mais alors tellement bien reconstitué. Et le pire c'est quoi? C'est que ce sentiment de claustrophobie, il est rajouté par-dessus la menace qui est bien plus puissante que tous les personnages. Donc en plus d'être dans un cadre où t'es en manque d'oxygène constant, t'as peur, parce que la menace qui est en face de toi, elle est 3 fois plus forte que toi, mais même 6 fois plus forte que toi. Donc déjà que t'as du mal à respirer, en plus le mec il te bute d'un coup d'un seul, ouais en fait t'es vraiment dans la merde. Mais partout où l'on passe, on continue d'être isolé, limité, et le sentiment de claustrophobie ne partira jamais. Il y a plein de films qui exploitent ça, mais c'est une chose qui est difficile à rendre crédible sur écran, parce qu'il faut une belle réalisation, et soyons honnêtes, le cadre du film n'est en rien une innovation. Une petite maison de campagne isolée, bon, on commence à avoir l'habitude dans les films d'horreur, et je parle même pas de la voiture en panne, je parlerai pas de la voiture en panne. Alors, il y a peut-être des décisions et des moments, pour faire avancer le récit, tu sens que
Au niveau de l'écriture, ça pêche un tout petit peu. Tu sens qu'il a peut-être par moment, et c'était pas le cas dans ses films, des difficultés à amener ses personnages d'un point A à un point B pour faire évoluer un peu la situation, et que du coup t'as un peu ce sentiment que les personnages prennent des décisions qui sont pas très crédibles, qui sont pas très intelligentes. Ça rappelle un peu ces films d'horreur des années 2000 où t'avais des personnages qui prenaient les pires décisions et ça alimentait les clichés, ça a fait que tout un tas d'œuvres un peu comédie horrifiques ont exploité ça comme les Scary Movie pour se moquer des personnages dans les films d'horreur. Bah c'est vrai qu'il y a certains moments, je dis pas tout le temps, mais peut-être à de rares occasions, ouais, il y a des scènes où on se dit les personnages ils sont un tout petit peu cons. Mais c'est pas grave, on accepte quand même. Enfin, moi j'accepte. Vous, ouais, non, je suis peut-être un peu trop gentil avec le film par moment, je vais pas vous mentir. Et une autre qualité du film, au-delà de ce côté claustrophobique dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce côté tension constante. C'est-à-dire que à partir du moment où l'élément déclencheur arrive dans le récit, c'est-à-dire donc le loup-garou original, bah à partir de ce moment-là, après cette phase d'introduction des personnages qui a duré 10-15 minutes, bah la tension ne redescend jamais et on est vraiment embarqué dans un wagon constant, c'est-à-dire on est dans un parc d'attractions et le seul moment où ça va redescendre, c'est lors de l'acte final qui va finir en apothéose. Mais on est typiquement dans ce genre de film extrêmement dynamique où il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais de pause, il n'y a jamais de temps de pause où tu vois les personnages se reposer ou où tu as une sorte de conversation ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de dynamique, il faut que ça soit du divertissement et c'est tout. Leigh Whannell, le réalisateur, depuis le début de sa carrière, il aime bien provoquer de la tension au sein des spectateurs, il aime bien leur faire suer un peu des fesses. Mais tous ces films, depuis le début, ils ont tous des moments de pause dans leur récit. Il y a tout un tas de moments où tu vas avoir une scène de tension et puis pendant 10-15 minutes, il va rien se passer jusqu'à la prochaine scène de tension. Ici, ce n'est pas le cas. On est vraiment dans ce côté course frénétique qui ne s'arrêtera jamais. Et là, dans Wolfman, il atteint vraiment pour moi l'apothéose de ses travers, ou plutôt de ses envies. Et peut-être que ça va un peu trop vite par moment, peut-être que, justement, d'avoir amené des pauses dans le récit, ça aurait permis d'avoir des décisions plus logiques pour les personnages, d'avoir moins ce côté où on se dit « mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là ?» Bon, ok, d'accord, vous êtes dans la panique, mais commencez à réfléchir. Peut-être que ces moments de pause auraient permis d'améliorer l'écriture, peut-être qu'on aurait pu plus s'attacher au personnage. Elle était pas facile à prononcer cette phrase. Parce que là, j'ai pas le temps de deviner ce qui va se passer, j'ai pas le temps de savoir si j'apprécie plus ce personnage-là ou ce personnage-là, j'ai pas le temps de réfléchir si le film les a suffisamment rendus charismatiques, les a suffisamment rendus attachants pour que j'ai envie qu'ils survivent à cette nuit, j'ai pas le temps de profiter de la nouvelle évolution du père parce que à peine la nouvelle évolution est arrivée qu'il y en a déjà une autre. Ça va être intéressant de voir comment il va vieillir, comment un deuxième visionnage va le rendre, est-ce qu'au contraire ça va l'améliorer et je vais me dire putain finalement c'est vraiment un très très bon film, ou est-ce qu'au contraire avec un deuxième visionnage on va en voir les défauts, on va se dire putain ils auraient peut-être pu améliorer l'écriture là, ah ils auraient peut-être pu prendre cette décision là, peut-être que ça aurait été meilleur. Et là vu qu'on est vraiment dans cette course contre la montre, ce côté très frénétique, ce côté très divertissant, où on fait en sorte un peu comme TikTok que tu quittes pas les yeux de l'écran, bah en tant que spectateur t'as pas vraiment le temps de réfléchir. Donc voilà. Ça part directement dans la brutalité et dans le côté une situation extraordinaire qui nous dépasse tous. Mais il n'en oublie pas pour autant de construire ses personnages, notamment durant les premières minutes du film, où l'on s'aperçoit de la force de cette famille. On les aime dès le début, et même visuellement, ils sont crédibles, ils sont ni trop beaux, ni trop moches, ni trop parfaits dans leur caractère. C'est vraiment une famille avec des défauts et des qualités, comme dans le véritable monde. Je suis là pour vous protéger. Et ensuite, on a été attaqués. Et au-delà de ce côté claustrophobique, presque de huis clos, qui est pour moi la plus grande force du film, et bah pour moi, il y a une deuxième chose qui est absolument parfaite dans le film, c'est les émotions et les messages. Émotions et messages, vous allez me dire que c'est deux choses différentes, mais vous allez comprendre, les deux choses sont complètement liées dans le film. Émotion. Parce que regarder votre mari ou votre père se transformer lentement en monstre pour vous traquer sans remords, c'est quelque chose. C'est un peu comme Jack Nicholson dans Shining. Mais plus avec cette approche de villageois à la Resident Evil Village. Un humain un peu déformé, avec quelques poils en plus. Et c'est pas seulement se transformer en méchant, parce que Wolfman n'est pas un simple survival. C'est vraiment un film touchant, où l'on assiste à la fin d'une famille et à sa destruction. Les thématiques liées au rôle très important d'une mère et d'un père dans un foyer sont vraiment bien développées. Et c'est ce qui va entraîner le développement de la partie émotionnelle, les émotions. L'émotion d'une famille, où la destinée semble être de se débarrasser du père malade. Ce qui nous amène au message, puisque l'infection du père est plus traitée comme un virus, une sorte de maladie. En somme, le père qui se transforme en bête sauvage n'a que peu d'importance, puisqu'ici, c'est vraiment de montrer ce qui arrive lorsqu'une maladie grave pénètre chez vous, dans votre foyer, et comment cela affecte tout le monde. Le malade atteint d'une maladie incurable se transforme, physiquement, et surtout au niveau du caractère, puisqu'il sait que sa fin approche.
C'est funeste comme message, et pourtant c'est ce que raconte le film. Personne dans une famille ne s'attend à ce qu'un membre important soit touché par un cancer, par exemple. La maladie arrive du jour au lendemain, et pour ceux qui ont le moins de chance, malheureusement, la maladie partira seulement au moment de la mort. C'est pour cette raison qu'en début de vidéo, je vous disais que le film était extrêmement lié à Invisible Man. L'élément horrifique, c'est-à-dire l'homme invisible, n'est qu'un prétexte pour amener à des messages et pour parler de violence conjugale, pour servir de métaphore. Et comment on peut continuer de vivre, comment on peut continuer surtout de se battre après avoir vécu de tels traumatismes. Et dans Wolfman, c'est la même chose. L'élément horrifique, les loups-garous, ne sont qu'un prétexte pour parler de la maladie et comment la maladie va s'injecter, va s'infecter dans un foyer et ruiner totalement la vie familiale. Et comment du jour au lendemain, on fait pour survivre à un deuil aussi important, comment on fait aussi pour, lorsqu'on a une personne qui est malade, quand on sait qu'elle va mourir, comment on fait pour améliorer l'ensemble, comment on fait pour vivre avec, parce que la maladie, elle va évidemment ruiner la personne qui la possède malheureusement, mais elle va aussi ruiner tous les membres qui sont proches, la famille, les enfants, la femme, l'homme, etc. Et comment on doit parfois se battre avec les personnes qu'on aime pour essayer de surpasser les choses et combattre la maladie. La combattre sur le moment, mais aussi la combattre une fois que la personne qui était malade décède. C'est ça tout le truc de la chose, et c'est horrible, c'est des messages qui sont tristes, parce que oui, Wolfman, dans son approche, il est assez mélancolique. Le film a été écrit par Leigh Whannell pendant le confinement et la pandémie du Covid, et ça se ressent vraiment. On dirait qu'il a exorcisé ses propres peurs de cette période, l'isolement, l'anxiété, la maladie, tout en mélangeant cela à des thématiques qui sont intemporelles, les maladies incurables, les choses encore plus graves encore, comme les cancers. Ces messages sont vraiment au cœur du film. C'est pour cela que le loup-garou n'est pas vraiment un loup-garou. C'est pour ça aussi que le rythme ne redescend jamais et qu'il est très frénétique. C'est aussi pour ça que les personnages suffoquent dans des environnements hostiles. Tout est en lien avec ces thématiques et ces messages, ce qui en fait une œuvre plus que cohérente. On rentre dans un univers qui est propre à l'écriture et à la caméra du réalisateur, et on accepte tout cela sans se poser de questions, car c'est sa vision des choses, et sa vision, elle est bien plus qu'originale. Même s'il n'y a pas forcément de loup-garou comme vous pouvez l'imaginer, ou comme vous pouvez le fantasmer, bah on s'en fiche, qu'il soit là ou non d'ailleurs, car c'est pas ça le but du film. Mais attention, c'est pas pour autant que ça en fait pas un film divertissant. Pour moi, un film, c'est d'abord une bonne histoire. Et justement, de cette histoire, tu peux soustraire des thématiques, tu peux soustraire des métaphores, tu peux soustraire des messages, etc. Mais de base, ces éléments-là viennent de l'histoire. Parce que si ton scénario, il se fait exclusivement pour des messages, c'est de la merde. Les messages doivent vraiment venir en arrière-plan, ils doivent venir après. Et même parfois, t'as des films où tu vas comprendre des messages que t'avais pas forcément compris au premier visionnage. Donc au fur et à mesure, il y a d'autres messages qui se greffent et tu te rends compte de nouvelles choses. Ça, c'est incroyable. C'est tout d'abord l'histoire et les personnages que tu dois suivre qui t'amènent ensuite à des réflexions plus profondes. Je sais très bien que le xénomorphe dans Alien parle d'agression sexuelle, et que tout est une question de métaphore, de pénétration et de grosses bites. Une grosse bite dans l'espace. Mais pour autant, Alien, ça reste un film divertissant, et tu peux suivre le film en t'en fichant complètement des messages, en regardant une forme de vie hostile, massacrer des gens sur un vaisseau. Les métaphores, les messages, les sous-thématiques, appelez ça comme vous voulez, elles ne sont pas imposées dans Wolfman. C'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder ce film en mode divertissement, sans réfléchir, en posant votre cerveau, puisque la tension est constante, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des scènes horrifiques, c'est vraiment construit comme une sorte de blockbuster horrifique. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ce thème, mais c'est vraiment une expérience qui est conviviale, que tu peux vivre avec des amis qui regardent pas forcément des films d'horreur et qui passent à côté des 3/4 des messages, et c'est très bien, c'est trop bien d'avoir un film qui est comme ça, qui construit vraiment comme une expérience divertissante, mais une expérience divertissante avec des messages qui sont un tantinet intelligent. Et encore une fois, un tantinet intelligent, ça dépend si ces thématiques vous plaisent, parce que si ça vous plaît pas, forcément vous allez vous dire mais les messages ils puent du cul, et ce que je peux totalement comprendre encore une fois. Mais j'insiste là-dessus, et pour moi c'est ça que doit être le cinéma. Wolfman, c'est d'abord une aventure, et de cette aventure vient des thématiques beaucoup plus complexes, où on peut creuser, on peut essayer de comprendre les métaphores sur les forums, on peut faire un post sur Reddit à 4h du mat, vous avez compris. Et à partir de ça, t'as tout un tas d'interprétations différentes qui peuvent avoir lieu. Bref, c'est génial quoi. Toute proportion gardée quand même, car Wolfman, c'est pas Alien. Mais pour autant, il essaie de faire à peu près la même chose. Le film est divertissant, brutal, peut convenir à tous les publics. Et d'ailleurs, je pense que cette vision du loup-garou, elle va plaire aux toutes nouvelles générations. Car même si je respecte cette forme traditionnelle et qu'on a obtenu de très belles scènes dans l'histoire du cinéma, ça reste quand même une figure vieillissante qu'il faut nécessairement moderniser. C'est comme la figure du zombie. Après avoir obtenu une centaine de films de zombies qui marchaient lentement, il fallait moderniser cette figure iconique, et on a obtenu l'évolution des infectés. Et maintenant, tout le monde en peut plus des infectés qui courent là, et qui parlent de virus, c'est Resident Evil tout le temps. À un moment donné, il faudra nécessairement moderniser la formule, car on n'en peut plus.
c'est ce que l'équipe qui s'occupe de Wolfman a tenté de faire, et je trouve la démarche plus que noble. J'ai été le premier à cracher sur le film, voilà, encore la Blumhouse qui font que des films interdits en moins de 12 ans, et encore une fois ça ment pas, hein, parce que tu sens qu'il y a certains moments ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans la violence. Il y a des scènes gore où, il y a des moments où oui c'est un petit peu gore, mais c'est pas gore, tu vois, c'est... En fait on a tellement eu d'autres projets avant que... on s'habitue, on s'accoutume à une forme de violence. Du coup, t'as toujours cette impression quand tu regardes un film de la Blumhouse, c'était déjà le cas avant toutes ces sorties de l'année 2024 qui étaient un peu plus brutales dans leur approche. Mais là, ça l'est encore plus. T'as toujours cette sensation qui censure pour rester interdit au moins de 12 ans. En tout cas en France et dans tous les autres pays, parce que même aux États-Unis, je crois que c'est moins de 16, mais moins de 16 aux États-Unis, ça équivaut à un moins de 12 en France. T'as toujours cette impression qu'ils disent au réalisateur, ah non, là faut pas qu'on voit trop, là, ah il y a un bras arraché, non, montre juste un petit peu une veine qui s'ouvre, mais c'est tout, genre montre pas plus. Et c'est chiant, moi j'ai envie de voir la chair, j'ai envie de voir du sang qui gicle, j'ai envie qu'on soit dans Freddy vs Jason. Je peux pas vous montrer, sur YouTube je serais censuré directement, vous le savez très bien. Après, Leigh Whannell n'a jamais fait des films extrêmement gore, même le premier opus de Saw, où il a participé au tournage, il a participé à l'écriture, je crois que c'est un film qui est interdit au moins de 16 ans, mais tu vois pas grand chose. Tu comprends des choses, mais tu ne les vois pas, ce qui est peut-être un peu bien pire. Mais il a jamais fait des films extrêmement gore, il a jamais participé à des films qui étaient extrêmement violents. Insidious 3, c'est un film qui est très noble dans son approche. Invisible Man, c'est un film qui est aussi très noble dans son approche. Il va y avoir des tensions, des jumpscares, des moments où tu vas te sentir vraiment pas à l'aise, mais il y aura jamais de moment choc, il y aura jamais de moment gore. Et là, justement, dans Wolfman, il a toujours cette approche très noble, cette manière de traiter l'horreur d'une façon très élégante. Mais justement, ce qui manque à ce film peut-être, c'est un côté un peu plus crade, encore plus crade. Parce qu'il a dit que pour la transformation, il s'était inspiré de La Mouche. Mais il n'y a pas non plus une scène extrêmement choc, il n'y a pas non plus une scène où tu vas te sentir pas à l'aise, où tu auras envie de vomir. Il manque ce côté crade. J'ai l'impression qu'il a voulu être trop noble dans son approche encore une fois, parce que c'est son style et c'est ce qu'il aime faire, alors que là, justement, c'était ce film-là où il fallait aller dans le déjanté. Fallait peut-être prendre une approche un peu moins réaliste, par moment, en tout cas dans la mise en scène je parle, pour avoir ce côté cradingue, ce côté encore plus manufacture, avec ces ouvriers des maquillages qui font des effets avec des jaillissements, ce côté presque guignol d'une horreur qui est complètement viscérale. Il manquait ça dans ce film, en tout cas à mon sens. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai consommé tout un tas de films d'horreur beaucoup plus violents ces derniers mois, que j'ai toujours cette sensation que la Blumhouse censure, et que le réalisateur a un peu le cul entre deux chaises en mode j'ai envie d'en montrer, mais pas trop parce que faut qu'on reste interdit au moins de 12 ans. Putain mais non, Wolfman, du loup-garou, enfin un loup-garou infecté, en plus c'est un loup-garou infecté. C'était le moment d'être encore plus crade, d'avoir une approche de l'infecté un peu comme le faisait The Sadness, qui était vraiment dégueulasse. Tu vois, cette approche qu'avait The Sadness, j'aurais bien repris quelques éléments pour le greffer sur le mythe du loup-garou en le modernisant. Je trouve que ça aurait été encore meilleur. Quand avant tout ça, t'as eu Terrifier 3, qui était vraiment généreux en gore, et quand tu vois le rapport au corps et à la transformation qu'il y avait dans un film comme The Substance, redescendre avec un film qui montre un peu moins les choses, en tout cas moins de façon frontale, de façon moins rebutante, bah c'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'avais pris quelques notes, mais on a à peu près tout abordé. La vidéo va durer longtemps, je pense. Enfin, j'avais noté des beaux plans, une très belle réalisation. Je crois que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que Leigh Whannell, là, dans ce film-là, il a une réalisation qui est vraiment impeccable. Et il fait toujours ces... Tu vois, je vous ai parlé du fait que le film manquait un peu de brutalité et qu'il avait voulu conserver une horreur qui était noble. Ça se ressent dans la réalisation, parce que la réalisation, elle est extrêmement noble, elle est magnifique. C'est vraiment des beaux plans d'ensemble. On a vraiment quelque chose qui est très cadré, qui fait très école en quelque sorte. Ça peut paraître un peu méchant et un peu péjoratif de dire ça, mais pas du tout. C'est vraiment ce côté où tout est bien fait. Il y a même des plans où une façon presque atmosphérique d'amener la chose, notamment par rapport au père qui va se transformer, qui est vraiment innovante. C'est vraiment cette approche beaucoup plus colorée qui sort un peu de cet aspect très rationnel. On a presque l'impression d'être dans les dimensions de Far Cry par moment, pour ceux qui ont la référence. Il y a des éléments qui sont magnifiques à la réalisation, mais encore une fois, gardez à l'esprit que c'est un film qui est très noble et qui va pas non plus faire quelque chose de complètement ahurissant. Leigh Whannell, c'est un élève modèle, c'est quelqu'un qui écrit bien et c'est quelqu'un qui réalise bien. Et ça manque peut-être par moment un tout petit peu de folie, un tout petit peu plus de folie, ça ferait du bien. D'avoir quelque chose qui sort du lot pour que tu te dises ah ouais mais là cette scène elle est complètement légendaire, mais il a pété un plomb là. Et j'ai noté ça aussi, je voulais faire la comparaison avec Nosferatu. C'est rigolo parce qu'ils ont vraiment cette approche de mettre l'ambiance aux dépens du reste. En termes de réalisation je parle. Nosferatu c'est un film d'ambiance, c'est un film qui est profondément gothique, c'est un film qui va vraiment travailler sa palette de couleurs,
Et bah dans Wolfman, t'as exactement la même approche. C'est l'ambiance, le brouillard, le côté forêt, le côté un peu bleu, le bleu qui rappelle un peu presque cette présence du surnaturel dans un monde très rationnel, en tout cas ce côté d'une situation qui sort du lot. La manière de travailler sur la créature, on t'en dévoile un tout petit peu et progressivement on t'accompagne la chose avec une évolution où t'en vois de plus en plus, du coup à la fin du film t'arrives à comprendre comment est Nosferatu et comment est le loup-garou ou les loups-garous. Sans les comparer parce que c'est deux films totalement différents qui ont une histoire qui n'a absolument rien à voir, mais c'est marrant d'avoir deux films à peu près similaires, en tout cas qui essaient à leur propre manière et avec leurs propres moyens d'utiliser à peu près la même approche sur des créatures légendaires dans le cinéma. Je trouve que d'avoir ça qui sort à 2-3 semaines d'intervalle, c'est plutôt rigolo, voilà. Il y a peut-être que moi qui rigole, je crois. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, abonnez-vous, likez, partagez, enfin bref, on arrête tout de suite, mais ça apporte du soutien à la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez aller voir ce film, si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes enjoué, est-ce que vous avez détesté, est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt mitigé, mi-figue, mi-raisin, mi-pain au chocolat, mi-croissant, enfin... Faites ce que vous voulez dans l'espace commentaire, vraiment c'est l'anarchie complète. Buvez pas trop d'alcool, et si vous buvez de l'alcool, uniquement du champagne, comme ça vous prenez une petite goutte dans votre verre, et vous la mettez derrière votre oreille, ça porte bonheur. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça commence à être un peu n'importe quoi. De gros bisous les amis, c'était Mero1. Ciao, bene.